Écoutez, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce deuxième webinaire du Stade au bureau sur la notion de finalisation du projet en entreprise. Alors, simplement pour information auprès des participants, vous aurez accès à un replay du premier webinaire et l'idée, c'est véritablement de voir l'ensemble pour être optimum dans la création du projet qui est proposé. J'informe en amont que ce webinaire est enregistré. Et surtout, je tenais à remercier du soutien de la Fédération des caisses d'épargne et de l'Association des Olympiens pour la création de cette action qui se poursuivra avec un accompagnement en coaching pour les volontaires qui souhaiteraient suivre un accompagnement sur 3 modules. Par contre, les places étant limitées, j'invite les participants à se manifester auprès de l'Association des Olympiens pour s'inscrire au programme. Alors, me concernant, donc, je suis Yael Schmitt, correspondant régional finance et pédagogie sur la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à mon homologue Alain Dubois. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Yael. Bon, pour ma part, c'est Alain Dubois, correspondant de finance et pédagogie sur le sud-est, donc la caisse d'épargne CEPAC, donc le territoire au sud de la France. Donc, ravi de partager avec Yael ce deuxième webinaire sur la thématique comment finaliser cette fois-ci le projet. Alors, juste avant le démarrage, vous aurez un support de présentation qui est pour des commodités, une version allégée d'un support de présentation qui sera à disposition, je dirais, des participants et qui sera plus complet. Alain? Ok, ben, ce que je vous propose, c'est de vous lancer une petite animation de présentation et reprendre la main dans moins de 30 secondes. Bon, ben Ah, c'est reparti. Bien, merci. Et on va passer donc tout de suite à la présentation de notre menu de la soirée. Donc notre menu de réjouissance qui est assez complet, notamment par rapport au premier webinaire. Donc on va vous proposer avec Yael, et j'interrogerai Yael sur la priorité des priorités, donc, qui est constituée par l'étude juridique. On verra un petit peu toutes les articulations. On ira aussi se balader ensemble, si vous êtes d'accord, dans les arcanes administratives françaises de la création d'entreprise. Et vous verrez que il y a quand même pas mal de simplifications maintenant. On regardera aussi pourquoi on a besoin d'aide et en quoi l'accompagnement, c'est quelque chose de primordial pour le chef d'entreprise. On verra aussi, donc on ira plonger au cœur du réacteur, hein, la partie financière, c'est vraiment le clou du spectacle, on va dire. Yael, c'est un spécialiste aussi. Puis on verra le business plan aussi. Alors, est-ce que c'est un vrai couteau suisse ou pas? Et puis, on partagera ensemble des ressources aussi utiles à tous. On est d'accord sur ce programme, Yael? Oui? Parfait. Eh bien, alors, c'est parti. Yael, sur l'étude juridique, on a souvent tendance à dire que c'est une étape primordiale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est primordial et en quoi ça va impacter le fonctionnement de l'entreprise? Alors, comme tu le dis, bien sûr, c'est une étape primordiale. Alors, sans entrer dans des détails qui pourraient être très complexes, il y a une multitude de possibilités de création d'entreprise avec des fonctionnements juridiques qui leur sont propres. Il faut bien Oui. distinguer deux choses. Tu vas avoir tu vas avoir le statut juridique de l'entreprise et tu vas avoir le statut social du dirigeant. C'est vraiment deux choses qui sont volontairement distinctes. Je dirais que la première chose pour le créateur d'entreprise, et alors je vais essayer à chaque fois d'alterner avec une vision macro des éléments et quelques préconisations. La préconisation qu'on pourrait déjà apporter par rapport au choix du statut juridique de l'entreprise, c'est déjà de se renseigner dans la corporation de métiers qu'on va utiliser. Qu'est-ce qui existe? Tu as des D'accord. corporations, je dirais, avec des statuts qui leur sont propres. Je pense beaucoup aux professions libérales où tu vas retrouver Oui. régulièrement des statuts de type CELARL qui existent et qui sont en fonctionnement. Donc, première préconisation, je dirais se rapprocher de la Chambre des métiers
ou de l'industrie pour Ouais. voir quels sont les statuts préconisés par rapport au statut juridique. Mais pas que. Parce OK. que le choix du statut juridique que tu vas avoir pour ton entreprise va avoir automatiquement un impact dans ton prévisionnel. On y reviendra un petit peu plus tard. Et D'accord. pas des moindres. Il va y avoir un impact financier par rapport à ton prévisionnel d'activité. Il va Mhm. y avoir un impact aussi par rapport à toi en tant que personne En dans tant que des personne, oui. situations problématiques, et je pense que tu en connais quelques-unes. Absolument, absolument, oui. Si Donc, tu peux. si je comprends bien, en fait, tu es en train de nous dire que le choix du statut juridique de mon entreprise est un petit peu lié, alors un petit peu oui et non d'ailleurs, au statut juridique du chef d'entreprise et ce qu'on verra un petit peu plus tard, notamment quant à sa protection personnelle, juridique, au fait d'impliquer ou pas peut-être son capital personnel dans l'entreprise. Peut-être aussi que le bon conseil, c'est de dire de s'entourer, comme on le dit très souvent, d'experts. Et donc là, évidemment, un avocat spécialisé dans le droit des affaires, Oui, alors création. Hein. effectivement, s'entourer d'un professionnel de type conseil juridique a du sens. Ouais. Néanmoins, je pense que le travail du créateur d'entreprise en amont est déjà de faire quand même quelques recherches. Alors, par rapport à la notion de protection, les choses ont quand même fortement évolué. Si tu veux, il y a quelques années, on se montait en société pour protéger son patrimoine personnel. Là, les choses ont quand même évolué, on va dire, où logiquement, on est sur une quotité insaisissable sur la partie personnelle. Quoique dans tous Ok. les cas, ça ne se vérifie pas forcément dans tous les cas, mais le créateur est mieux protégé actuellement qu'il ne l'était auparavant. Par le Par passé. contre, D'accord. ouais. Par contre, tu parlais de notions de prévoyance et de protection, et là, véritablement, le choix du statut social du dirigeant peut avoir des Mhm. impacts complètement différents. Et ça, je crois que tu en connais un petit peu là-dessus. Oui, oui. Alors, si tu es d'accord, on en parle au moment des formalités administratives et on verra le détail. Alors, je te remercie d'avoir rappelé que effectivement la législation amène aussi aujourd'hui une forme de protection. Hein. Le chef d'entreprise n'impacte pas forcément sa maison, ses biens, etc. Pour autant, le statut va avoir effectivement, comme tu le dis, un impact sur le développement de l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas non plus, encore une fois, tu l'as rappelé, de devenir soi-même en tant que chef d'entreprise un véritable juriste, mais de connaître quelques notions Il y a, comme tu l'as dit. Ouais. Il y a un point qui me semble très important à noter dans le contexte qui est le nôtre. Je vais essayer à chaque fois de faire un rapprochement avec le contexte, parce que les choses qu'on vit actuellement ne sont pas les mêmes d'il y a 3 ans. Ouais. En fonction du statut pour lequel tu vas opter et du statut pour lequel va opter le dirigeant, est-ce qu'on va être sur un dirigeant qui va avoir un statut de travailleur salarié assimilé, ou alors est-ce qu'il va fonctionner en prise de rémunération sur les dividendes de l'entreprise, ou si c'est Oui. un individuel sur un prélèvement de l'exploitant, les incidences ne sont pas les mêmes. Et Ouais. lorsque tu vas être dans la construction de ton prévisionnel financier, qu'on va évoquer un peu plus loin, tu vas être obligé de prendre en compte ce statut juridique parce que les impacts ne seront pas les mêmes. Est-ce que je vais monter une boîte et je vais me rémunérer en fonction de ce que l'entreprise va me générer comme bénéfice, ou alors est-ce que au départ, j'ai besoin d'une certaine rémunération pour vivre? Ce n'est absolument pas la même chose. Et cette notion de statut juridique d'entreprise et cette notion de statut social du dirigeant a toute son importance. Donc, les Ouais. préconisations à donner, première chose, déjà se renseigner sur ce qui se fait dans sa propre corporation de métier. Par rapport à ça, vous avez des fiches info sectorielles de la Banque publique d'investissement BPI. Je Pays. mettrai voilà, en bout de course, quelques liens utiles où vous avez des précaux qui sont apportés par rapport, je dirais, à la corporation. Donc ça, c'est un point qui me semble être assez important. Ouais, c'est assez intéressant à noter. Effectivement, il y a tout un écosystème aujourd'hui d'informations qui permet aux chefs d'entreprise d'avancer et de comprendre certaines notions. Juste un petit focus sur ce qu'on avait dit au premier webinaire. On est toujours d'accord que le statut auto-entrepreneur, micro-entreprise, on conseille ce statut-là comme étant un statut de passage IAL. On est toujours d'accord là-dessus?
Moi, c'est la préconisation qu'on avait fait et que je maintiens Oui. évidemment lorsqu'on se lance sur une activité, surtout si c'est une création pure, hein, je ne parle pas de reprise de fonds de commerce ou autre, lorsqu'on part sur quelque chose où on crée sa propre structure, cette notion auto-entrepreneuriale est hyper intéressante. Il y a aussi des avantages qui ne sont pas des moindres sur ces notions de TVA, hein, puisque vous commencez, tant que vous êtes sur un seuil assez, enfin pas assez bas, mais qui est un seuil qui est contenu, Oui. vous luttez face à certaines structures avec un avantage fiscal qui n'est pas des moindres, puisque ça pèse pour plus de 20% dans votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pas anodin. Donc de commencer par ce statut de micro-entreprise et après le faire évoluer si la réussite est au bout, il y a tout son sens, bien sûr. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure, puisque je crois qu'on va parler aussi des éventuelles défaillances. Bon, ben, si vous êtes d'accord, donc on poursuit, on va mettre le tuba, le masque, les palmes, et puis on va plonger dans le grand bain des formalités administratives. Yael, on va te questionner là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression que ça, enfin de loin comme ça, quand on n'est pas dedans, que c'est terriblement complexe. Si on n'a pas trop l'habitude, hein, l'administration est relativement complexe. Encore une fois, une référence à l'actualité du moment. On entend parler les agriculteurs qui disent que les normes, des normes et des normes et des normes s'enchaînent. Sur la création d'entreprise, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a quelque chose de centralisé qui nous permet d'avancer plus facilement? Alors, si on prend la vision très élargie, on est dans un pays où on a une réglementation qui est drastique. Alors, elle n'a Oui, pas que des inconvénients, cette réglementation, parce qu'elle a aussi une notion de protection. Ça veut dire que lorsqu'il y a des soucis, on se réfère au droit, au droit d'entreprise. Et du coup, il y a quand même une certaine protection pour les dirigeants lorsqu'ils respectent cette réglementation. Donc, elle est complexe, oui, ça c'est une ok. certitude. On revient sur cette notion de s'entourer correctement par rapport à un juriste éventuellement, ou, Oui, comme on le disait, un conseil juridique pour border un petit peu l'ensemble de ce qui est fait. Toutefois, même si elle est complexe, elle évolue. oui, Elle évolue et elle évolue, on va dire, dans une société moderne, sur des notions de centralisation. On est dans un dispositif actuellement où il y a une volonté gouvernementale de simplifier les choses et de regrouper les structures. Je pense pour les régimes de retraite avec la fusion Agir-Carco. Et oui. là, on va faire un parallèle avec le monde auto-entrepreneurial où tu as maintenant un guichet unique. Ok, Un guichet unique, là, que tu viens de mettre à l'écran, sur le formalité absolument. d'inscription des entreprises. Et Mm. c'est aussi un lien qu'on donnera, je dirais, en fin de session. Alors, je me suis permis d'aller jeter un œil parce que les choses évoluent quand même assez fréquemment au niveau informatique. Donc, j'y étais pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Le site est plutôt assez bien fait. Oui. Le site est plutôt très bien fait dans la notion d'accompagnement et de border le créateur d'entreprise sur ce parcours administratif. Mais par contre, je mettrai un bémol, Alain. La Oui. partie administrative, c'est ni plus ni moins, on va dire, que la finalité du projet. Souvent, ce D'accord. qu'on a pu voir, toi et moi, dans notre parcours de banquier, c'est qu'on a vu des créateurs qui étaient focalisés sur les pièces justificatives à apporter au dossier pour créer sa boîte. Pour moi, c'est pas le plus important. On est Ça, d'accord. c'est voilà. Mm. Je dirais que la formalité d'entreprise, c'est quelque chose de pas très agréable, mais si elle est faite correctement, elle est incontournable dans la création de son dossier. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu choisis un statut social ou un statut juridique très précis, l'ensemble des pièces que tu vas constituer te renvoie à une situation qui t'est personnelle. Et Mm. justement, cette situation personnelle, matrimoniale, familiale, cette notion qui t'entoure de manière personnelle, te permet par moment, lorsque tu constitues ton dossier, de prendre conscience de la nécessité d'aller vers telle ou telle structure juridique. Donc c'est un Mm. point qui est important. Euh, il s'est simplifié pour répondre à ta question. Oui. Il est compliqué, oui, mais en même temps, je pense que c'est pour la bonne cause, pour constituer correctement une structure juridique, parce que lorsqu'on ne fait pas les choses correctement et qu'il faut les défaire pour changer de statut, ça Mm. engendre des frais. Oui. Ça engendre une forme d'anxiété et ça peut amener des difficultés supplémentaires dans la vie de l'entreprise.
Absolument. Alors moi, je rajouterais simplement, puisqu'on a des références communes, toi, en termes de coéquipiers, puisqu'on travaille beaucoup ensemble avec beaucoup de loyauté, se dire aussi, se rappeler que le chef d'entreprise doit s'entourer de deux, trois personnes qui sont incontournables, l'expert comptable, le juriste et le banquier aussi, hein, créer une véritable team, une véritable équipe sur laquelle on peut s'appuyer et ne pas hésiter à changer de personne si la relation de confiance n'est pas satisfaisante. Alors, si tu permets, Yael, si on passe à la slide suivante, je voudrais juste, moi, apporter un témoignage et ensuite te laisser nous donner peut-être les explications par rapport au statut. Donc, on a parlé du statut de l'entreprise, mais du statut du dirigeant d'entreprise. Si on choisit, par exemple, un statut de dirigeant salarié, donc avec les avantages et les inconvénients d'un salarié, mais bien souvent, on se dit, non, mais je vais être travailleur indépendant, et puis on oublie qu'être travailleur indépendant, ça veut dire en cas de pépin, ben, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de chômage, et puis voilà, enfin, ou alors on a si peu. Et je voudrais juste apporter mon témoignage. Toi et moi, on a monté des structures, on en gère, et puis on a accompagné toute notre vie des créateurs d'entreprises. On sait simplement que les indemnités journalières en cas de maladie, par exemple, pour un travailleur indépendant qui n'a prévu aucun contrat de prévoyance, sont extrêmement faibles, hein. Ça tourne aux alentours de 10-12 euros par jour. Donc globalement, c'est 300 euros par mois. Je voudrais que tu, alors sans rentrer peut-être trop dans le détail aussi, que tu ailles dans cette différence à opérer sur le statut du chef d'entreprise cette fois-ci, s'il te plaît. Ben, si tu veux, tu vas voir, si on essaie de simplifier quand même les choses au maximum, tu vas avoir deux possibilités, soit avec une notion de travailleur salarié de manière assimilée, avec toute la protection sociale qui va avec, mais cette protection sociale a un coût, Oui, et dans ton prévisionnel de projet, est-ce que le prévisionnel que tu fais est viable en supportant ce coût? Deuxième possibilité, tu vas être sur une rémunération individuelle du dirigeant, on va être sur une notion plutôt de prélèvement de l'exploitant sur le bilan et la structure d'entreprise. Et là, tu vas être obligé de compléter cette déficience de sécurité que le système, que notre système social amène oui, par des complémentaires. Alors, dans les ok. complémentaires, je vais penser à des protections hommes-clés, je vais penser à des complémentaires de revenus, mais attention, lorsque tu fais intervenir des assurances indépendantes, il faut vraiment lire les petites lignes Oui. et voir l'ensemble des garanties qui sont proposées, comment elles jouent en cas de problème. Effectivement, c'est pas simple. Mais je reviendrai sur la partie haute, c'est lorsque tu crées ton projet, est-ce que tu as anticipé, je dirais, ces éléments? Et pour Oui. vivre, est-ce que tu as besoin, je vais donner quelques exemples, est-ce que tu as besoin d'un SMIC? Ou est-ce que tu es capable, lors du lancement de l'activité professionnelle, de vivre avec des revenus qui sont inférieurs parce que ta vie elle-même est organisée différemment? Donc ça nécessite un ensemble, je dirais, de prise de conscience de ce qu'on avait évoqué dans le premier webinaire pour Oui. adapter le statut juridique et le statut social, mais surtout dans ce statut juridique et statut social, est-ce que ton prévisionnel d'activité est capable de le supporter? S'il Ouais, n'est alors pas capable de le supporter, ça me tu, semble tu viens difficile. tu viens d'employer une expression qui est fondamentale, c'est l'expression d'être l'homme clé. Alors moi, je te relate aussi une expérience personnelle, chef d'entreprise que j'accompagne depuis 2 ans. Ça marche bien, ça fait 2 ans que je lui dis surtout prends un contrat d'assurance homme clé pour une défaillance de ta part. Imagine que tu ne puisses pas travailler. Qu'est-ce qui va faire fonctionner l'entreprise puisque tu es le seul à la faire fonctionner? Ben, malheureusement pour lui, il a eu un accident de ski là, à Noël et puis depuis 3 semaines, il travaille pas donc et il n'avait pas suivi ce conseil-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rentrée de chiffre d'affaires. Alors tu l'as justement rappelé à plusieurs reprises, oui, ça s'intègre aussi dans les coûts de fonctionnement de l'entreprise, mais ça s'appelle la prévoyance, tout simplement. Il y a une différence qui n'est pas anodine, c'est lors de la création d'entreprise. Est-ce que tu crées une activité où tu es seul? Oui. Est-ce que tu crées une activité où il y a des salariés? Est-ce que tu es capable de déléguer en cas de problématique? Ou alors, en cas de problématique, est-ce que ça tourne qu'autour de toi? Est-ce que Mhm. tu as créé une entreprise qui est une prestation de service avec une plus-value d'un travail intellectuel? Ou alors est-ce que c'est de l'artisanat? Chaque Ok. situation est complètement différente. Je donne un exemple, un artisan, est-ce qu'il n'a pas intérêt à s'assurer sur les mains si c'est son outil de travail?
sûr. Est-ce qu'un dentiste n'a pas intérêt de s'assurer les mains puisque c'est dans son outil de travail? Voilà, c'est autant de situations et de cas pour lesquels, je dirais, des structures, je repense beaucoup à BPI parce que je suis allé vraiment regarder leurs fiches infosectorielles qui sont très bien faites, peuvent apporter des éléments de réponse. Et les conseils juridiques sont aussi là pour ça, pour anticiper, puisqu'ils sont au cœur des dispositifs de réussite et de problématiques. Merci beaucoup Yael. Bon, dans tous les cas, en tout cas, et je te repasse le micro tout de suite, il y a un incontournable, quel que soit le statut qu'on va choisir, c'est que la création d'entreprise, hein, on l'a noté, c'est vraiment une aventure au quotidien où on est engagé non pas à 100%, mais à 300%, et ça impacte notre vie et notre vie personnelle. On est d'accord, c'est ça. Pas mieux à dire, là tu as tout Non. à fait résumé. Alors quand je vois la notion d'engagement, ça me fait penser aussi aux notions, on va dire, de prise de garantie que les partenaires financiers pourraient Oui, avoir. ouais, Parce que cette notion, là, c'est forcément quelque chose qui m'interpelle. Mais bien ouais. sûr que c'est une aventure qui n'est pas la même si tu as possibilité, je dirais, de t'appuyer sur quelqu'un. Ce que Ouais. j'aimais assez, je vais parler au passé, j'aimais assez lorsque j'accompagnais, euh, on va dire, une personne sur une notion de création d'entreprise. Si la personne était en couple, j'aimais assez que le couple ou que le conjoint soit lui-même salarié, Ok. mais d'une Ouais. autre activité. De Ouais. manière à sécuriser le dispositif. J'avais toujours un petit peu peur lorsque c'était un couple qui s'engageait dans l'aventure ensemble. Eh Donc, oui. Ouais. voilà, c'est peut-être une préconisation qu'on peut apporter aussi à nos futurs créateurs. Si on a des personnes qui sont en couple, maintenir autant que possible l'un des deux dans une situation salariale, dans une entreprise qui assure des revenus. En tout cas, Euh, dans tous les cas, prévoir un premier parachute et un parachute de sécurité, quel que soit le statut Complètement. qu'on va avoir. Après, sur la notion qui engage, on l'a évoqué dans le patrimoine personnel, les choses sont mieux bordées qu'elles n'étaient. Oui. Toutefois, on peut donner quand même un repère à nos participants que lorsqu'ils vont devoir lever des fonds, il va y avoir une notion de garantie. Même D'accord. si on a de plus en plus des structures qui peuvent accompagner des quotités de garantie, les financiers vont chercher quand même un bout de caution personnelle, un goût Ouais. de caution personne physique sur le dirigeant d'entreprise ou le créateur d'entreprise. Donc cette notion d'acte qui engage, oui, il faut l'intégrer parce que elle n'est pas anodine et par rapport à ça, on peut aller rechercher un bout de caution qui va être soit Mhm. sur une quotité en pourcentage, soit sur un montant déterminé par l'établissement financier ou la structure qui finance. Ok, ben merci beaucoup Yael pour toutes ces précisions. Si tu es d'accord, on passe donc à la suite du menu, donc qui est le fameux besoin d'aide. Alors c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur être entouré, sur le fait que j'ai besoin de m'informer, d'avoir des gens qui m'accompagnent, etc. Et puis j'aimerais peut-être que tu nous résumes en quelques phrases pourquoi c'est si important d'être bien entouré. Donc on n'arrête pas de le dire, hein, on tourne autour de ce sujet-là en te présentant peut-être aussi ce qui est peut-être un sujet un petit peu clivant. Alors, on est dans la création d'entreprise, mais qui dit création dit aussi défaillance. Est-ce que... Alors, ouais, alors déjà, je vais répondre à ta première question. Ai-je besoin d'aide? Oui. Ouais. Ai-je besoin de conseils? Oui. Par contre, je mettrai de côté les conseils de vestiaire ou les conseils Oui, on est d'accord. voilà, Ouais. amicaux, bienveillants que on peut toujours trouver. Oui. Le conseil du professionnel reconnu, alors, quelques précaux. Premier conseil, oui, un comptable ou un expert comptable quelqu'un de certifié, quelqu'un de diplômé. Ça, c'est très important pour Absolument. la vérification du prévisionnel et surtout, on va dire, est-ce que ça tient la route. Deuxième conseil que je donnerais, c'est le financier. Le partenaire financier, la banque. Pourquoi? Tu vois, avant qu'on démarre ce webinaire, je suis allé voir un de mes amis qui est banquier pour voir un petit peu les outils dont il dispose actuellement, parce que les choses, elles évoluent. Mhm. Les banques ont des outils d'interprétation bilancielle ou de fiches infosectorielles très on va dire, Ouais, puissant. Puissant. puissants. Donc, C'est ça vrai. permet que le financier puisse avoir un regard critique sur la Mm. faisabilité ou pas du prévisionnel qui lui est proposé. Le conseil juridique, on vient d'en parler. Donc ça, c'est Mm. un point qui me semble important. Et après, tu as des structures d'accompagnement, CCI.
Chambre de commerce et d'industrie, BPI, Banque publique d'investissement. Tu peux avoir, selon les régions, des clubs d'accompagnants aux créateurs d'entreprises, Oui. voilà, qui sont plus ou moins efficients. Donc ça demande peut-être quelques recherches. Mais par contre, je m'entourerai de professionnels. Je ne chercherai pas de conseils amicaux qui me semblent pas toujours les mieux Pertinent, oui, adaptés. oui. Ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. On a connu, toi et moi, les conseils de vestiaire où on a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, et puis on n'a rien vu. En effet, Par rapport à ta slide sur les notions de défaillance, alors cette semaine, enfin depuis le début de la semaine, il y a eu, on va dire, une communication faite par la Banque de France sur une augmentation de défaillance des entreprises sur le territoire. oui, Oui, alors cette notion, simplement en deux mots, c'est aussi un effet rattrapage post-Covid. Tu as plusieurs explications par rapport à ça. Il y a eu un soutien assez fort des pouvoirs publics par rapport au PGE. oui, On est dans une notion où on propose aussi aux entreprises de repousser ce fameux PGE encore de 3 ans. Donc, la lecture que j'en fais, c'est sur les 3 années à venir, on va être encore sur des notions, entre guillemets, d'effet de purge, même si le mot est pas très beau. oui, Euh, une notion conjoncturelle, de par un contexte géopolitique qui est toujours incertain, forcément, les choses amplifient un peu ce phénomène de défaillance. Maintenant, si on descend sur ta slide, un tiers des défaillances sont imprévisibles. Maladies, accidents, phénomènes climatiques ou sanitaires, oui, oui, bien sûr, compliqué de prévoir l'ensemble de ces motifs que tu as, mais par oui. contre, on peut éventuellement les couvrir par des Ah, ok, notions d'assurance. bien sûr. On revient à ces notions de protection. Oui, quelqu'un qui lance son activité, il faut qu'il puisse se protéger dans des contrats de prévoyance. Donc, on peut anticiper ces phénomènes. On ne peut pas les couvrir complètement, mais on peut les anticiper en atténuant, on va dire, la portée qu'ils peuvent avoir. Ça veut Oui. dire, Alain, parce que je suis quelqu'un de très bavard, qu'il faut tenir compte dans le prévisionnel des notions et des coûts de ces fameuses assurances Bien sûr, que bien je ne sûr. vois jamais quand on me propose un prévisionnel. Non, mais tu es pas simplement bavard, tu raisonnes en banquier qui a de l'expérience et qui a vu comment les entreprises se cassent la figure, hein, très honnêtement, hein, c'est notre expérience, Voilà, évidemment. donc bien tenir compte de ces coûts qui ne sont pas anodins d'assurance, même s'ils vont être reportés dans les charges de fonctionnement de l'entreprise, mais il faut les anticiper dans le prévisionnel. Donc ça, c'est ce que je préconise au niveau de nos auditeurs. Deux Ouais, tiers des défaillances sont prévisibles. Alors, erreur de gestion, oui. Par ouais, rapport à ça, on va aborder derrière la partie financière. Euh, Première chose qui me vient en tête, c'est que tu as un stage qui n'est plus obligatoire, mais qui est préconisé au niveau des chambres de commerce, le fameux stage de gestion. oui, Je vois rarement des créateurs qui le font, donc préco pour nos auditeurs, allez-y. Il faut allez-y. impérativement, voilà, se mettre dans cette disposition. Des difficultés financières, rupture de trésorerie. Et oui, dans une époque comme la nôtre, avec une évolution des taux d'intérêt, avec une augmentation des défaillances d'entreprise, la notion de trésorerie, la notion de besoin de fonds de roulement, la notion d'anticipation de flux est Oui, quelque chose de très important. Investissement mal financé, oui, on va le voir dans le prévisionnel. Fonds propres insuffisants, ça veut dire la partie que je mets à titre personnel dans la constitution de fonds propres sur ma structure est trop basse. Là-dessus, je te donne juste une notion d'avoir des fonds propres correctement dimensionnés. Je renvoie aux fiches infosectorielles par rapport aux professions. Il y a des préconisations qui sont faites. Si elles ne sont pas suivies, on retrouve des problématiques qui se répètent dans les 3 ou 4 années qui suivent. et en effet, pour compléter tes propos fort pertinents, il y a les outils très puissants à la disposition des banquiers, donc qui sont des outils d'analyse, hein. Le banquier va rentrer ça se fait même par scan en réalité, hein, c'est plus le banquier qui le rentre. Il rentre toutes les données financières, donc la partie qu'on va voir tout à l'heure, et l'ordinateur lui dit tout de suite si ça va être pérenne ou pas. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que le banquier, il a tout intérêt à faire du crédit, hein, c'est sa raison de vivre. S'il ne le fait pas, c'est qu'il sait qu'il y a une potentielle défaillance à venir, et bien souvent, c'est par les éléments financiers, rupture Par de rapport à ce que trésorerie ou tu autre. dis, le banquier, j'aime bien la dénomination de partenaire financier. Il est dans la même aventure que le porteur de projet. Ouais, Si le banquier ne suit pas,
j'invite les porteurs de projets à se poser la question. Le banquier, il a tout intérêt à ce que la structure professionnelle fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, il faut que le prévisionnel établi, si c'est une création pure, tienne la route. Alors, je me permets aussi, Alain, de dire que les banques, elles ont aussi des listes noires Absolument, oui. qui vont tourner en fonction du contexte socio-économique que l'on traverse. En ce moment, la partie tabac, presse, bar n'est pas un des secteurs d'activité que l'on recherche forcément. Voilà, c'est juste pour donner du sens à mes propos et le banquier aura relativement de la transparence pour dire ce qu'il souhaite accompagner ou pas. Oui, oui, puis il y a aussi, si tu me permets de rajouter, il y a aussi l'expérience du banquier. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était vraiment la mode pour toutes les banques de financer des pharmacies, par exemple, à plusieurs millions. On s'est vite rendu compte qu'il y a eu une véritable bulle, hein, comme souvent, et puis bon, il y a quasiment plus de banquiers maintenant qui veut financer une pharmacie parce qu'il y a eu pas mal de casses. Alors, si je vous ai invité tout à l'heure, Yael, à mettre masque, tuba, palme, etc., là, je vous invite sur la partie financière à mettre puisqu'on va plonger au cœur du réacteur, à mettre une tenue, on va dire, de protection nucléaire, on va dire, puisque les finances, alors c'est quelque chose, la partie financière, on va employer des termes un petit peu savants, un petit peu rébarbatifs, on va parler de sol intermédiaire de gestion, etc. Tu vas tout nous expliquer. L'idée pour nous ce soir, évidemment, Yael, si tu es d'accord, c'est pas de faire de nos auditeurs de véritables experts, mais de comprendre un petit peu les notions pour comprendre ce que fera le comptable et le banquier et pourquoi et en quoi c'est si important. Ok. Alors là, tu as mis à l'écran un prévisionnel relativement succinct. Pour Oui, moi, il est hyper important. Si tu veux, sur la partie, déjà, si on prend la partie des dépenses, euh, la difficulté, si tu veux, ça va être de mettre cette balance en équilibre entre le chiffre d'affaires généré et les dépenses de fonctionnement pour fonctionner. Alors, d'accord. lorsque je fais référence au prévisionnel et aux chiffres d'affaires qui me sont de moins en moins maintenant, mais qui m'ont été souvent confiés, si tu veux, les choses, elles sont bien faites pour valider un dossier et dire, allez, dans l'activité de taxi, je donne un exemple, on a l'habitude de donner un prévisionnel et c'est quasiment toujours le même. La difficulté, si tu veux, Alain, et je vais essayer de faire un parallèle par rapport à la période dans laquelle nous fonctionnons. Je reviens à mes fameuses fiches infosectorielles par rapport à la création d'activités et le secteur d'activité sur lequel je vais avoir. J'invite déjà les participants à partir sur de l'existant. Tu as les personnes les mieux positionnées sont les comptables de proximité. C'est Pourquoi? vrai. Parce qu'ils certifient des bilans et grosso modo, ils arrivent à avoir une vision assez précise par rapport à l'activité que tu dois monter, de quel chiffre d'affaires tu vas être capable de générer. À partir de là, de l'autre côté, sur la notion des dépenses, il va falloir que tu fasses tenir tes dépenses de la manière la plus précise par rapport au contexte que nous traversons. Ok. Lorsque tu prends tes achats sur la ligne de tes dépenses, est-ce que tu vas fonctionner sur une activité de négoce avec un stock sur lequel tu as pu déjà anticiper les choses et tu as pu acheter des éléments sur des prix qui sont tenus, ou alors est-ce que tu es, si je prends l'exemple par exemple des boulangeries, sur une activité où tu as une augmentation des matières premières, on Mhm. parle de blé, on parle de Oui, farine, enfin farine et blé c'est la même chose, mais est-ce que tu vas être sur une activité qui risque d'avoir des fluctuations d'évolution des coûts? bien Donc sûr. ça, dans ton prévisionnel, il va falloir que t'en tiennes compte. Oui. Déjà, première notion, ça m'amène à te conseiller de faire un prévisionnel sur 3 ans Oui. pour Et anticiper des évolutions de coûts. Sur, on l'a un petit peu plus loin. on l'a un petit peu plus loin, Oui, mais on y ça, c'est une reviendra. notion qu'il faut intégrer. Mm. Sur les notions, si tu veux, de charge externe, lorsque tu vas être, j'essaye de te prendre un exemple, par exemple, euh, il y a quelque chose qui se passe en ce moment sur l'énergie, qui n'est pas Oui. anodine. Le gouvernement a annoncé des hausses de 10% à compter de février, supplémentaires qui se rajoutent aux 10 du mois d'août et qui vont se rajouter aux 10 de fin d'année. C'est ce que mon petit doigt est en train de me dire. Ça veut dire qu'on est sur une énergie à plus de 30%. Donc sur Oui. de la création d'entreprise, sur de la petite structure, ils vont être impactés par ces hausses parce qu'on est sur des contrats similaires, on va dire, sur le particulier. Par contre, sur des grosses structures, c'est l'effet Mm. inverse. C'est-à-dire qu'au moment où je te parle,
eux, ils sont sur des achats d'énergie sur les marchés financiers et l'énergie sur les marchés financiers est en train de baisser. Tu vois, c'est un D'accord. vent contraire. Ça veut dire que dans ton Oui. prévisionnel, le prévisionnel que tu aurais pu établir au mois de décembre n'est pas le même que celui que tu es en train de faire au mois de janvier. Ça veut dire que ton Absolument. prévisionnel, il faut qu'il soit au plus proche de la réalité. Du moment, oui, du Ouais. moment. Si je poursuis dans mon raisonnement, Alain, parce que j'ai plein de choses à dire, dans les charges de personnel, Oui. on a un SMIC qui a augmenté 2 fois ces 2 dernières années. Et oui, ça a forcément un impact sur mes coûts de production. Ouais. Et complètement, si tu as fait Ouais. ton prévisionnel au mois de novembre et Mm. que tu lances ton activité au mois de janvier, que tu as prévu de prendre un salarié que tu vas rémunérer au SMIC, tu as pris 10%. Mm. 10%, c'est un mois de rémunération sur l'année qu'il faut que tu anticipes. Donc, Bien dans sûr. ton chiffre d'affaires, il va falloir que tu aies un report là-dessus, soit d'augmentation de tes prix, soit d'augmentation de vente. Donc, ça, plus ça, plus ça, sur tes charges financières, si tu fais appel à du financement, Oui. on est quand même dans une période où les taux de marché sont pas anodins et Et on oui, est ça sur remonte. des taux de Et marché oui. élevés. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, tu es obligé, si tu veux, dans ton prévisionnel, de prendre point par point la mesure du moment Bien sûr. et autant que possible les projections que tu peux faire. Si tu ne le fais pas sur 3 années, c'est pour Oui. ça que dans tes slides, tu l'as mis sur 3 ans, à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver dans une difficulté parce que le contexte dans lequel nous sommes est un contexte qui nécessite véritablement d'être au plus proche de la réalité. Je ne sais pas si je suis explicite, C'est mais en c'est- tout c'est- cas, c'est très clair, Yael, ce que tu dis. Je me permettrai, alors juste en tant que maître des horloges, on va passer au slide suivante, juste de dire, j'ai d'un côté, hein, pour résumer ce que tu as dit, bah, ce que me coûte mon activité, donc les dépenses, et ce que me rapporte mon activité. Bon, ça s'appelle un résultat. Alors on a mis des codes couleurs, hein. Le résultat, il faut qu'il soit bénéficiaire, c'est-à-dire il faut que j'ai plus de rentrées de chiffre d'affaires que de dépenses, parce que si je suis en déficit, là, c'est probablement danger. L'année qui suit et on et tu va. vois, juste un dernier point pour mettre l'accent par rapport à ce qu'on avait évoqué sur le statut du Oui, dirigeant. Est-ce que je me rémunère avec un statut salarial assimilé, auquel cas je vais être provisionné dans les charges de personnel? Mais à la sortie, peut-être que ma boîte ne pourra pas me payer par rapport à ce qu'elle génère et on va créer un déficit. Ou alors tu sécurises le truc et tu te mets au prélèvement d'exploitant ouais. ou à la prise ou à la rémunération sur les dividendes ou Sur les bénéfices. dividendes, oui. Et à ce moment-là, tu te payeras en fonction de ce que ta boîte t'aura rémunéré, Ouais. aura généré en bénéfice. Voilà, général. Par contre, là, la logique, si tu es en couple, d'avoir ton compagnon ou ta compagne qui assure un salaire, a tout son sens. Tu vois, Ouais, alors c'est, c'est vraiment un sujet super intéressant, Yael, parce que moi, j'aurais par exemple dit, tu as bien raison de dire, si je suis donc à la rémunération de dividendes, je prends les dividendes pour moi pour vivre, mais malheureusement, je les réinjecte pas dans l'entreprise. Donc, est-ce que d'une certaine manière, je fragilise pas mon entreprise aussi? Alors, il y a un grand débat, hein, chez tous les spécialistes dont on fait partie, mais je te propose d'avancer sur le plan de trésorerie. En quelques mots, tu peux nous dire à quoi ça sert et comment il s'articule, Yael? alors, si tu veux, le plan de trésorerie, ça va être surtout pour arriver à fonctionner par rapport à cette notion, on va dire, voilà, comme ça, Le j'essaie de quotidien? pas, ouais, de Quotidien. quotidien, et j'essaie de pas trouver des mots qui font des redites de trésorerie. Oui, Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu lances ton entreprise, tu vas avoir cette notion d'argent qui rentre, d'argent qui sort, et oui, tu vas être obligé de calibrer véritablement comment tu es rémunéré et dans quel délai. bien sûr. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas, on va dire, un règlement qui est fait de manière récurrente et régulière, tu vas arriver avec des périodes où tu vas te retrouver en déficience. C'est pour ça qu'on est sur des notions de besoin de fonds de roulement. Ces notions, tu es obligé de les anticiper. Ça veut dire que Oui, dans ton prévisionnel, il va falloir que tu anticipes les règlements dans ton activité. Je donne oui, un exemple. Si tu es dans une activité de taxi, on te paye la course immédiatement. Donc, oui, tu captes des fonds qui te permettent de mettre du carburant dans ton véhicule et de fonctionner dans tes crédits, leasing et diverses. Par contre, si tu es sur une activité où tu vas donner des cours avec des mhm. règlements qui vont se faire peut-être à 30 ou à 60 différer, jours, par exemple. voilà, Oui, il va falloir que tu anticipes ces périodes avant d'être payé oui, avec ton partenaire financier. Mais il va falloir que tu l'alertes en amont dans ton prévisionnel. d'accord.
Est-ce Ok, que tu veux... Ouais, si tu es d'accord, Yael, ben, je passe directement, puisque c'est une notion fondamentale, le besoin en fond de roulement. Et à travers ton exemple, si tu me permets, je donne aussi vas-y, peut-être je un t'en prie. exemple du quotidien. Je suis boulanger, j'achète ma farine auprès alors Du ici en Provence, ça s'appelle. minotier? Ouais, alors ici, c'est les grands moulins de Provence, là, dans la région marseillaise. Donc, en général, j'achète, je me fais livrer et je paye 30 jours après. En revanche, avec cette farine-là, je fais mes baguettes le soir même, je les vends le lendemain, j'ai tout de suite une rentrée d'argent et je paierai mon fournisseur, c'est ce qu'on appelle le poste client, ben, le mois prochain. Donc, ça veut dire que là, je n'ai pas besoin de besoin en fonds de roulement. En revanche, je suis constructeur d'auto, par exemple. Bah, je mets quelques jours, quelques semaines pour construire une voiture, mais j'achète des pièces et je vais la vendre peut-être dans 3 mois. Donc là, j'ai un besoin en fonds de roulement. Ça ne veut pas dire que mon activité n'est pas bonne, ça veut dire qu'il y a un décalage entre la production, le poste fournisseur et le poste client ne sont pas équilibrés. Ça, le banquier le comprend et il est tout à fait à même. Alors, on a donné, c'est vrai, hein, la définition très, on va dire, très technique, hein, stock, hors taxe, etc. Bon, on va dire, on passe un petit peu rapidement, mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai un besoin et comment je l'identifie pour en faire part au banquier? C'est ce que tu nous disais. T'as parfaitement résumé simplement ce qu'il faut bien entendre. Alors, deux points de remarque là-dessus, ce que tu viens de dire. Déjà, lorsque tu as un fournisseur qui t'accorde un délai de règlement, déjà, c'est que tu as une antériorité. Plutôt bien, Ça veut, ouais. voilà, Mm. ça veut dire que quand tu vas te lancer, ces notions de délai de règlement, tu les auras pas forcément. Donc, préco auprès de nos créateurs, d'anticiper ce point parce que la première année de lever, on va dire, des recours à des facilités de caisse, entre guillemets, c'est pas si évident. Deuxième point, tu viens d'évoquer le banquier. Oui, lorsque je propose mon prévisionnel, il va peut-être falloir que j'anticipe au niveau Oui. de mon prévisionnel, soit une ligne de stock, Oui. si c'est de la négoce, Mm. soit une ligne de caisse, si j'ai cette notion de décalage de règlement. Et un dernier point qui me semble être aussi très important, c'est une notion de saisonnalité. Absolument, absolument. Oui. Parce que si tu as des périodes de creux dans ton activité, il Mm. va falloir les anticiper par rapport à ce besoin de fonds de roulement et les anticiper avec le partenaire financier. Il existe différents types d'accompagnement qui peuvent être du découvert, qui Oui. peuvent être éventuellement de la facturage, qui peuvent être, enfin voilà, il y a une multitude de possibilités, mais je fais partie des gens qui pensent que le financier doit être au courant dès le départ et pas être mis devant le fait accompli. Si tu es mis devant le fait accompli, tu peux avoir une fin de non-recevoir. N'oublions pas que le contexte est très sensible sur les entreprises, il est très sensible sur les liquidités et il Oui. faut anticiper ces choses. Dernier point, Alain, c'est pas anodin. Si on revient au prévisionnel, Et oui, il alors faut, justement, puisque tu étais en train d'en parler, là, tu vas nous parler, je pense, de la notion d'apport personnel qui est quand même importante. oui, mais juste avant l'apport Juste personnel, avant? ouais, non, 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 mais t'es très bien, t'es très bien. Ah, j'ai juste. Simplement, là, on reste là-dessus. Ouais. Si tu veux, dans les notions de besoin, effectivement, par rapport au plan de financement, tu es obligé d'intégrer l'ensemble des besoins que tu vas lever. Alors, sur les besoins, moi, j'évoquais tout à l'heure cette notion de stock de départ. Euh, Généralement, les banquiers aiment pas trop. Aime pas Oui. trop de dire, écoutez, on va financer un peu de stock. C'est quand même Non. pas mal de mettre un bout de stock, parce que ça, c'est important. La TVA à récupérer, oui, parce que tu vas avoir une notion de décalage au moment de la D'avance, là, bien récupérer. Voilà, donc sûr. de Bien l'anticiper, sûr. c'est pas mal. La notion d'apport personnel, elle a tout son sens. Pourquoi? Parce que euh, si, par exemple, tu es en société, c'est ce qu'on évoquait, tu vas alimenter les fonds propres. Mhm. N'oublions pas que les entreprises sont cotées au niveau de la Banque de France. Oui. La cotation Banque de France intègre aussi la structure de solidité financière de l'entreprise, Ce simplement qu'on pour appelle le donner bilan. Ouais. voilà, C'est le le bilan, bilan. hein. Et généralement, on va faire un petit calcul où on va mettre une notion de ratio de solvabilité, où on va regarder les fonds propres sur le total du bilan. Donc, si Ok. tu as des fonds propres qui sont trop bas, à un moment ou à un autre, ton entreprise, elle va être sur une cotation qui va pas être top. Et lorsque tu Absolument. vas lever des facilités si tu es sur une activité de négoce avec tes fournisseurs et qui vont interroger ta cotation, Eh ben, tu ça, auras une fin de non-recevoir, c'est ça? Eh oui. exactement. Donc, Ouais. anticiper, bien sûr, dans la création, un projet suffisamment solide dans lequel je mets suffisamment de moyens en termes d'apport personnel me semble
très cohérent et très légitime. Dernier point, Alain, parce que tu as quelquefois des apports personnels qui sont déguisés avec des financements levés auprès de fournisseurs. C'est le Attention, ouais. Ouais. ok? Mais C'est là, le banque, dangereux, ouais. Ça ouais, peut être dangereux et le banquier va le voir, hein, c'est clair. exactement. Bon, Yael, merci. Alors, c'est vrai que j'ai employé des termes tout à l'heure et tu en as employé. Là, on était dans les entrailles, on va dire, financières de l'entreprise. On a parlé de solde intermédiaire de gestion, on a parlé de ratio, donc c'est des notions très, très comptables. On espère qu'on a été assez pédagogique ou didactique, mais en tout cas, ce sera l'occasion d'en reparler lors des séances de coaching, bien évidemment, C'est un très peu plus en détail. compliqué de parler de prévisionnel lorsque tu es sur du générique. Oui. Chaque situation nécessite, on va dire, une lecture précise et surtout objective de la faisabilité ou non du projet. Mm. Ok. Ouais. Ok, alors on va. Dernier point, juste Je Alain. t'en prie, oui, je t'en prie. Vas-y. Deux notions qu'on a évoquées. La notion de solde intermédiaire de gestion, ça a du sens. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un bilan, en main, on peut faire avec quelques ratios, on peut faire parler les chiffres et Oui. donner du sens. Toutefois, cette notion de solde intermédiaire de gestion est intéressante si j'ai une structure existante. Donc, ça veut dire si je récupère une entreprise Oui. et que j'analyse le bilan qui m'est confié. Je reviens au contexte qui est le nôtre. Un bilan clôturé au 31 décembre 2022, c'est celui que tu auras en main. Il va être complètement décalé par rapport au contexte économique que nous traversons. Bien Le sûr. bilan du 31 décembre 2023, tu ne l'auras pas avant le mois de mars Mm, mm, mm. 2024. Là, Ouais. j'insiste très lourdement, si nous avons des personnes qui sont sur des activités qui souhaitent reprendre, de bien vérifier et de bien retraiter le bilan qu'il aurait donné pour Absolument. ces notions qu'on a évoquées d'augmentation des prix, des cours, des charges, et pas avoir un bilan qui est complètement obsolète par rapport au contexte que nous vivons actuellement. Ça, c'est un point qui me semble être fondamental. Merci Yael, parce que c'est un conseil très pertinent, c'est un conseil de terrain et d'expérience. Effectivement, il faut être très, très vigilant. Après, ça explique aussi pourquoi les banquiers sont plus frileux sur la création, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de passé. Alors, on va passer à cette notion qui est un petit peu moi j'appelle ça le couteau suisse. Est-ce que on en entend parler, c'est un mot magique, hein, le business plan, on a l'impression d'avoir la baguette magique qui va nous ouvrir les portes des financements, les portes des réseaux sociaux, les portes des meilleures ventes du monde. Est-ce que c'est véritablement un couteau suisse, un business plan? Et puis, elle, en quelques mots, en fait, c'est quoi un business plan? Dis-nous. Ah, si, enfin, pour moi, si tu veux, le business plan, c'est véritablement le document que tu vas remettre si tu recherches un Oui, partenaire financier, un partenaire associé. Alors, on n'a pas assez de temps pour parler de l'associé. Il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Mais je dirais que pour le porteur de projet, c'est véritablement ce qui permet à la personne de se plonger complètement dans son propre projet. Pourquoi? Parce que dans le business plan, tu vas retrouver un peu ce qu'on a évoqué dans le premier webinaire, c'est-à-dire cette notion d'étude de marché. oui, Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Est-ce que je vais sur un marché qui est existant? Est-ce que je vais sur quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que je vais sur un marché concurrent? Tu vois, donc d'accord. première chose, étude de marché. Deuxième chose, structure juridique, ce qu'on vient d'évoquer. Oui, Quelle structure juridique je vais prendre? Est-ce que dans le domaine d'activité où je vais, les structures juridiques sont toujours les mêmes? Est-ce que pour des raisons personnelles, parce que je suis marié, parce que euh, je souhaite, on va dire, protéger, même si on a dit qu'il y avait une forme de protection, choisir un statut plutôt qu'un autre? Est-ce mhm, que je souhaite être salarié? On l'a longuement évoqué. Ou est-ce que je souhaite être sur une prise de dividende? oui, Voilà, donc ça, tu vas le retrouver dans le business plan. Tu ok, avances dans ton business plan, bah, tu vas retrouver le plan de financement. Est-ce que je lève des fonds? Quels sont mes besoins? Quel est mon apport? On continue, une fois que j'ai fait mon plan de financement, je vais dans le prévisionnel d'activité pour oui, convaincre le partenaire financier ou me convaincre moi-même de la faisabilité. Donc, mhm, si tu suis ce procédé, tu maîtrises parfaitement ton sujet et oui, surtout, tu sécurises la banque que tu vas solliciter, même pour un petit bout de financement. absolument. Pourquoi? Parce qu'avec ce business plan, s'il est fait de manière très précise avec le contexte que nous vivons de manière très, très forte, on va dire, ça va te permettre pour le lecteur professionnel, ton comptable, ton juridique ou ton partenaire bancaire, de jeter un œil, d'avoir un œil critique qui ne sera pas forcément, je dirais, négatif, parce que ça t'évitera peut-être de mettre de l'argent personnel et de perdre de l'argent.
absolument. et d'anticiper les situations compliquées que tu n'aurais peut-être pas vues toi-même. Ouais, Donc, ouais. le business plan est un point qui me semble être très, très important. Là, tu mettais un outil à disposition sur le site BPI, j'y étais Ouais. tout à l'heure. Ouais, c'est super bien fait. Alors, il faut quand même qu'on informe nos auditeurs d'un petit débat qu'on a eu entre nous, parce que toi et moi, on est spécialistes de la création de business plans. Et puis, on s'est dit aussi que les formatages, on va dire, les outils déjà prévus par BPI sont aussi extraordinairement accessibles et complètement transparents. Donc, on s'est un petit peu posé la question, est-ce qu'on présente ce qu'on a l'habitude de présenter nous-mêmes? Et puis, on a conclu, toi et moi, que effectivement, prendre les matrices de BPI, qui est un financeur véritablement incontournable, c'était aussi quelque chose de fondamental pour nous de partager des ressources mises à disposition. Alors globalement, on peut dire par le législateur, hein, ou par la collectivité, parce que ça, c'est des ressources naturellement accessibles pour tout le monde. Bon, donc on y voit un petit peu plus clair sur le business plan. Évidemment, je rajouterai, Yael, si tu es d'accord, il faut avoir aussi la capacité pour le chef d'entreprise. Alors là aussi, on accompagne en coaching toutes les personnes qui seront intéressées à présenter un business plan, hein. C'est ce qu'on appelle le pitch, hein, la posture, la manière d'incarner son propre projet, bien évidemment. Ça se travaille et là, il y a les coachs auprès des dirigeants que nous sommes. On se fait un petit peu de pub pour les prochaines fois. Ce qui est Euh, important par rapport à ce que tu évoques, Alain, sur le partenariat qui a été mis en place par l'Association des Olympiens, Finance et Pédagogie et la Fédération des caisses d'épargne, ouais, même s'il y a le nom Fédération des caisses d'épargne, on ne vend rien. ouais. Ça n'a pas de prix lorsque tu donnes un document sur quelqu'un qui n'a rien à te vendre. Ça veut dire que toi ou moi, on aura une lecture la plus objective possible. Objectif. Et je pense que c'est très important. Ce que je vois beaucoup en ce moment, si tu veux, c'est pas, je dénigre aucune profession. Simplement, chaque profession euh, a les difficultés, les particularismes de sa profession. C'est très compliqué en ce moment, lorsque tu es dans un métier, par exemple, de comptabilité, de prendre un peu de hauteur et de Ouais, dire qu'est-ce qui se passe. Parce que quand ouais, tu as le nez dans des bilans, tu es plutôt sur une vision N-1. Ça veut dire que tu es conditionné dans des chiffres qui sont sur l'exercice d'avant. ouais. Lorsque tu vois un banquier, le banquier est sur une vision risque N, existant, c'est-à-dire les problématiques. Il n'est pas toujours sur une vision a posteriori. Lorsque tu as des métiers comme le nôtre, on a la chance d'avoir une vision en prise de hauteur de ce qui se passe. Périphérique, absolument, Yael, Je ouais. pense, au moment où on se parle, ça n'a pas de prix. Il y a 3 ans, quand on était sur une inflation contenue à 2%, Mm. mais là, actuellement, ça n'a pas de prix. C'est mon avis. Oui, mais pour la petite histoire, on a été les premiers à dire que les défaillances d'entreprise, enfin, on avait vu juste un petit peu trop tôt, on s'était dit qu'elles allaient arriver, puis elles arrivent aujourd'hui suite au Covid. Et je reviens sur cette notion qui est vachement importante pour nous tous, c'est la notion d'équipe, hein, d'équipier. Le comptable, il a une vision comptable, le banquier a une vision bancaire, le juriste a une vision juridique, le chef d'entreprise, il doit avoir une vision périphérique, il ne doit pas être spécialiste de tout, mais il doit comprendre un petit peu toutes les articulations et en faire un outil de développement pour son entreprise. Juste pour donner une note positive, on est Oui, dans un contexte qui est difficile. Toutefois, je pense qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités de création si elles sont faites intelligemment, en tenant compte de tous les leviers qu'on vient d'évoquer. Le contexte économique, deuxième semestre, on imagine une possible diminution de taux. C'est compliqué, on n'a pas une boule de cristal, mais en tout cas, les dernières avancées, Christine Lagarde a annoncé qu'il n'y aura pas une augmentation de taux au niveau de la Banque Centrale Européenne. mhm, On voit quand même une problématique de croissance qui ralentit au niveau mondial, pas uniquement en France. Donc, les seuls mécanismes qui repartent si l'inflation est contenue, ce qui a l'air d'être le cas, c'est de resserrer, de desserrer, pardon, les taux, sans jeu de mots, du crédit. Donc, ça veut dire qu'on imagine sur le deuxième semestre une possible diminution des taux, ce qui refavorise un schéma de liquidité sûr, plus important qu'il n'est actuellement. bien sûr. Donc, on va dire que le créateur d'entreprise qui vient sur le marché maintenant est plutôt en avantage
Mieux de armé, bien lecture de sûr. marché par rapport à celui qui a créé sa boîte il y a 2 ans parce qu'il était sur des coûts de matières premières ou des coûts d'achat beaucoup plus faibles. Donc Oui. lui, son prévisionnel, il a fallu qu'il le réajuste alors que l'investisseur actuel a une parfaite connaissance de l'augmentation des coûts. Donc il y a plutôt quelque chose de pas inintéressant en création. Par contre, vigilance, il faut que les choses soient faites correctement. L'accompagnement est incontournable. Merci beaucoup Yael pour ces conseils et de terrain et avisés. Alors en tant que maître des horloges, je t'annonce on est quasiment au bout, mais il y a peut-être quelques ressources utiles ou quelques liens à partager. Bien évidemment, ce webinaire sera à disposition. Oui, Tu peux alors garder si tu quelques veux, mots? on a ressorti quelques incontournables. Le fameux guichet unique sur le marasme des Oui. documents en création d'entreprise, donc le site dédié guichet des entreprises, ça sera sur le document qui est transmis. C'est plutôt assez bien fait et ça centralise l'ensemble. J'ai mis des liens incontournables pour les artisans sur le site de Artisanat, des Ouais. commerçants par rapport à la chambre de commerce, les profs libres s'il y en avait, hein, parce que tu peux en avoir avec Mhm. le site dédié. Mais surtout, un point important, j'ai souhaité, pour innover un peu, mettre un lien YouTube, parce que tu as, un webinaire qui est plutôt pas mal fait sur le business plan. Oui. Mais toujours pareil, moi, je suis partisan comme toi de mettre que des liens qui sont des liens institutionnels, c'est-à-dire voilà, de l'environnement économique étatisé qui nous entoure, pour pas partir dans du n'importe quoi. Alors moi je rajouterais que celui qui sera accompagné par toi, hein, je ne peux pas parler de moi, aura aussi la qualité qu'il convient parce qu'effectivement t'aurais très bien pu mettre aussi tes propres présentations de business plan et tu es un expert aussi, mais c'est bien de partager tous ces liens. Donc on va s'acheminer vers la présentation de la prochaine étape. Alors est-ce que moi j'ai déroulé le menu, est-ce que tu nous annonces le menu de la prochaine fois, Yael? Oui, Mets-nous alors en appétit. ce qui avait été décidé, ce qui a été décidé, si tu veux, c'est un accompagnement à partir de février. Ça, c'était pour des raisons de saisonnalité par rapport à nos propres plannings qui sont assez denses. Oui. Sur un accompagnement sur format de coaching pour rester dans cette dimension sportive par rapport aux porteurs de projets. Moi, j'ai souhaité, et ça a été validé aussi par les Olympiens, d'un accompagnement de format individuel sur 3 sessions. 3 sessions qui permet quoi? Qui permet sur la première session d'avoir un questionnement de ma part ou de ta part, hein, ça dépendra de la volumétrie, véritablement pour clarifier le projet. Donc ça, c'est un point qui me semble être très très important. Une deuxième session, on va dire, pour revenir sur ce fameux projet et de voir les avancées qu'on aurait pu lever par rapport aux incohérences qu'on aurait pu lever. Donc on est face à des sportifs, hein, on mâchera pas nos mots et on dira les vérités. Et une troisième session pour voir la faisabilité avec ce fameux plan de financement et ce prévisionnel d'activité. L'idée étant de dire séquencer ces 3 séances pour cranter, pour aller vers Mhm. la faisabilité du projet. Par rapport à ça, Alain, pour le moment, j'ai 2 demandes de sportives. Donc, une est Mhm. déjà positionnée au niveau du planning. Donc, moi, j'avais volontairement, pour des raisons aussi de capacité à répondre, j'avais limité le nombre de places. Donc, j'invite Oui. les participants à se rapprocher des Olympiens pour se manifester parce qu'il y a un nombre de places limité. On n'a pas de capacité, en fonction de notre activité, à accompagner aussi de manière indéfinie. Voilà, Alain, Alors, pour. en tout cas, pour résumer ce que tu dis, parce que je sais que tu es modeste, l'accompagnement que tu proposes, enfin qu'on propose, puisque je t'assisterai, c'est évidemment que quand on va déceler des difficultés, on va les déceler en amont, avant la vraie présentation, et on aura toujours un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est de dire la vérité, c'est de dire aussi les points à améliorer pour avancer. Ben, merci beaucoup, Yael, pour cette présentation, la clarté de tes explications. J'espère que nos auditeurs aussi ont apprécié cet échange fourni entre nous. J'étais un petit peu de spécialiste, on va dire.